Chers fans de foot, chers téléspectateurs de Mental TV, bienvenue et bonsoir. Nous sommes dans le Clubhouse de Dribble numéro 54 et aujourd'hui, à mes côtés, le journaliste Boris Saint-Jalm. Alors j'ai essayé de le faire transférer, mais rien n'y fait, c'est un titulaire indiscutable. Bonsoir. Salut Marco, ça va ? Très bien, et toi ? La forme, un week-end de coupe, hein. Donc avant la trêve, pas mal de résultats importants, pas de surprise en BGL, mais on va en parler plus tard, mais en PH c'est un peu plus compliqué. Ouais, il y a eu d'autres surprises effectivement lors de ces 32e de finale de la Coupe de Luxembourg. On va y revenir notamment avec notre nouveau chroniqueur. On souhaite la bienvenue à Claudio Matos. Alors il a été entraîneur adjoint, entraîneur en Ligue 1 Dames. Il a officié également sur des bancs en PH, en BGL League et en ce moment il est scout pour le F91. Bonsoir Claudio. Bonsoir, merci beaucoup. Très heureux de faire partie de la famille Moyen Mental. Espérons que ça va durer durant longtemps. On l'espère. Et puis, alors, avec nous, un invité très spécial. Enfin, moi, personnellement, je suis très fier parce que j'avais un poster de lui quand j'étais petit. Il a presque 300 matchs de Ligue 1 à son actif. Il a marqué 82 buts. Il a été formé à Nancy. Il a fait les beaux jours de l'AS Nancy-Lorraine jusqu'en 1992. Il est passé par Metz, par Strasbourg, Istres, quelques temps en Bundesliga, en Écosse et même en Belgique. Il a débuté sa carrière dans les staffs sur le terrain d'Amnéville avant de remonter un petit peu plus au nord, au Grand-Duché. Adjoint à Dudelange, préparateur à physique au Progrès, T2 à Differdange et donc une première pige à Mondorf en 2022. À nouveau T2 au Swift et désormais, depuis le mois de mars de cette année, il est à la tête de l'équipe 1 de l'US Mondorf. Bienvenue David Zitelli. Bonsoir et merci pour l'invitation dans votre émission. Et merci, on est très très honoré de recevoir le coach de la 8e équipe de BGL League qui s'est imposé 4-0 lors de son dernier match pour la 9e journée et qui s'est imposé également 4-0 lors des 32e de finale de la Coupe de Luxembourg. On va y revenir puisque au sommaire, donc nous allons aborder cette Coupe nationale. Nous ferons un point sur l'US Mondorf qui sont loin d'être des chèvres. Comprenez-vous le retour de Gerson Rodriguez en sélection ? C'est la question que nous allons poser à nos chroniqueurs et invités. Les décisions de justice, quelles conséquences dans l'affaire Vils Progrès mais également l'affaire Lassana Diarra. Enfin, la Ligue 1 Dames, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence donc par les 32e de finale de la Coupe de Luxembourg. La hiérarchie a été plus ou moins respectée sur les terrains, en tout cas lorsque des clubs de BGL League étaient engagés. On va noter par exemple l'écrasante victoire de Differdange 14-0. Alors moi je retiens pas mal de choses, hein. Un triplé de El Edrissi, triplé de Jorginho, triplé de Joka, et puis un but de quelqu'un qu'on avait tendance à oublier depuis le mois de mai parce qu'il était blessé. C'est Arthur Abreu. Arthur Abreu qui est de retour et ça c'est une très bonne nouvelle je pense pour la BGL, pour le championnat luxembourgeois d'une manière générale parce que on parle d'un des meilleurs joueurs du championnat sur les dernières saisons. Ça commençait à faire un petit moment qu'on l'avait pas vu, on s'inquiétait presque et bon là c'est bien, il revient avant la trêve, il marque son petit but donc je pense que d'ici la reprise de la trêve, d'ici 2 semaines ça devrait être bon, on devrait pouvoir le revoir sur les pelouses de BGL enfin. En effet, alors il y a une autre équipe du haut de tableau qui n'a pas fait dans la dentelle, c'est le Progrès qui allait s'imposer à Spelt 8-0. On peut également revenir sur les plus grandes difficultés qu'ont vécues. Alors dans un premier temps la jeunesse qui était menée au score avant de l'emporter logiquement 7-1. Et puis peut-être le Racing. Ouais, le Racing qui a dû aller jusqu'aux prolongations pour l'emporter, donc sur un but encore une fois de l'inévitable Yann Mabella qui continue sur son début de saison exceptionnel, hein. Le joueur qu'on connaît très bien. Et puis il y a aussi Pétange qui était un petit peu dans le dur, qui était mené 2-1 puis qui finalement s'impose 4-2. Mais après globalement pas de surprise en BGL, ce qui est assez rare quand même. Bon, il y a toujours une équipe ou deux qui passe à la trappe normalement au premier tour. Et en fait, toutes les surprises, elles étaient en PH ce week-end. Effectivement, donc Pétange qui s'impose 4-2 sur la pelouse de Merzig. En PH, alors quelles sont les surprises ? On a déjà la défaite de Bisson. T'as Bisson qui passe à la trappe, t'as Letsela aussi qui se fait sortir, Mamer qui réalise un super bon début de saison, qui passe à la trappe. Après, t'as des équipes un peu plus en difficulté, t'as Begen, je crois, qui s'est fait éliminer aussi. 2-0. Copchen, Luxembourg City. Donc au final, t'as une bonne moitié du championnat de PH qui est déjà out. Donc on va avoir beaucoup de duels, je pense, entre des D1, D2 et des équipes de BGL au prochain tour, en espérant avoir quand même une ou deux surprises pour que la magie de la coupe perdure d'année en année. Cette magie de la coupe, elle a essentiellement lieu également quand on a de belles affiches, ce qui n'était pas forcément le cas là. Alors il y avait un choc, un derby, c'était Ellerange Fola.
Alors Claudio, tu y étais toi? Tout à fait, j'y étais. Il faisait froid. Mais un match qui a quand même fait chauffer les tribunes, je dirais. Début surprenant pour quelques-uns. Et l'Érange qui a marqué le 1-0, tout juste avant la première mi-temps. C'était surprenant pour quelques-uns. J'ai parlé avec beaucoup de monde, beaucoup de supporters. Beaucoup de monde disait que c'était pas si surprenant que ça, vu qu'on connaît un peu le trajet du Fola ces derniers temps. Oui. Et les Ranges, c'est normal, ils avaient faim, ils ont joué chez eux. On connaît le terrain, c'est pas le meilleur des terrains au Luxembourg, même s'il était super pour ce match-là, je trouve. Fola a eu besoin un peu plus de temps. Ils ont essayé de jouer au foot, chose qui est très 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 difficile, comme je disais, avec le terrain. Quand ils ont commencé à jouer un peu pour gagner, au lieu de jouer du beau foot, ça a fonctionné merveilleusement bien. Tout de suite, la deuxième mi-temps, après, je crois, 10 secondes, même pas. Coup d'envoi, passe en arrière, lancer d'Evan devant. Evan, il marque de suite. Et là, on a senti de suite et les Ranges qui avaient les têtes, baissées. Voilà, quoi. Bon, puis une victoire pour saluer le départ de Stefano Bensi. Oui, bah, on a remarqué un gros soutien des joueurs. Tous les buts qui ont été marqués ont été fêtés avec le staff. Pas qu'avec le coach Benzi, mais aussi avec l'entraîneur adjoint, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens. Tout le monde y était. À la fin du match, ils ont bien fêté même au vestiaire. J'ai vu quelques vidéos. Après, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je crois qu'à mon avis, ça leur a fait du bien. Espérant que dans le futur, on ne sait pas qui sera le futur entraîneur du Fola. Mais espérant que ça les rapportera une bonne dynamique pour le futur. Effectivement, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, tu parles des terrains, effectivement, c'était pas le meilleur. Il y a beaucoup d'équipes forcément qui ont joué sur des synthétiques. Alors David, toi, tes joueurs, ils ont évolué sur un terrain qui n'est pas forcément la surface de prédilection de tes joueurs? Non, il était en parfait état. Ouais. Sincèrement, on est tombé sur une belle pelouse. Et en plus, ils s'entraînent régulièrement dessus et on était surpris de l'état de la pelouse. Et de ce côté-là, on n'avait aucune excuse. Après, l'équipe adverse, c'est un match de coupe. Les matchs de coupe sont toujours particuliers parce que ça se joue sur un match. Et les niveaux s'équilibrent. Après, c'est l'état d'esprit qui fait la différence et la qualité, bien sûr, des joueurs. Alors, l'état d'esprit, la qualité, et puis on en discutait un petit peu avant de vous recevoir. Le coaching également qui peut être gagnant. On a vu plusieurs fois cette saison des entrants qui marquent dès le début. Vous avez cette capacité à Mondorf, et toi particulièrement comme T1, d'insuffler, de concerner tout le groupe. Oui, parce que pour moi, c'est pas seulement 11 joueurs, c'est un groupe en fait. Malheureusement, je peux en prendre que 18 le week-end, 16 en coupe. Je trouve ça anormal qu'il n'y ait que 16 possibilités. Ouais. D'accord. Mais bon, c'est le règlement, c'est comme ça. Mais pour moi, tout mon groupe est concerné. Voilà. Après, je dois faire des choix, c'est mon choix perso, c'est ma responsabilité. Mais les remplaçants sont pour moi comme des titulaires. J'ai juste des choix à faire parce que j'ai malheureusement qu'un joueur à mettre sur la feuille. Mais je les considère comme des titulaires à part entière. Et quand ils rentrent, je leur dis, ben voilà, les gars, faites la différence. Vous êtes là pour faire la différence, vous êtes frais, vous avez les mêmes qualités que vos coéquipiers, et vous devez apporter un plus à mon équipe, en fait. Et le discours passe bien, et ça a l'air efficace pour le moment, pourvu que ça dure. Oui. Je voulais juste poser une question à David, justement, sur est-ce que le fait de se passer d'anciens joueurs, justement, ça aide aussi à peut-être communiquer et faire passer les messages, faire passer un peu la pommade, on va dire, à certains joueurs qui, par exemple, justement, joueraient pas depuis 2-3 matchs, ou est-ce que ça aide un petit peu cette expérience-là ? Effectivement, ça aide. Effectivement, il y a du respect. Mais il y a du respect. Ils me respectent parce que moi, je les respecte avant tout. C'est un échange, en fait. C'est les bases pour moi. Quand j'arrive, je parle de ce que je veux dans mon groupe. Et le premier point, c'est le respect. À partir de là, effectivement, ma carrière joue parce que j'ai une grosse expérience de joueur, mais le métier d'entraîneur n'a rien à voir avec une carrière de joueur. Donc à moi de faire mes preuves. Comme je leur dis, je peux me tromper. Beaucoup de communication, ça aide. Quand ils ne sont pas contents de mes choix, ils viennent me voir. Ma porte est toujours ouverte. Avec mon staff, avec Denis, on échange beaucoup. Et c'est comme ça qu'on avance. Après, effectivement, personne n'est parfait, on peut se tromper. Et
Voilà, on avance comme ça, enfin à Mondorf en tout cas. Ok. C'est vrai que alors j'avais eu un long entretien avec Christian Strasser, donc le président de Mondorf, qui mettait l'accent sur le côté humain. Alors on peut se dire que c'est un discours de président classique, et puis quand on discute avec les joueurs ou avec toi David, en fait c'est ce qui ressort de cette équipe tout de à fait, Mondorf. c'est ce qui fait la force du club. Ouais. Ouais. Ça part d'en haut de Christian. Jusqu'aux supporters. Les supporters, effectivement, et les joueurs, ils sont choisis un peu en fonction de leur état d'esprit, de leur mentalité. C'est important. Alors toi, tu débutes la saison sur le banc, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Qu'est-ce qui change ? Quelle est la différence en fait entre arriver en cours de saison et là mettre en place ta Quand vous tactique ? arrivez en cours de saison, en fin de saison, en fait, je suis arrivé, ma première En expérience, avril, c'était les 6 derniers matchs, Ouais. ou 7 derniers matchs, je crois. Vous faites avec ce que vous avez, les moyens du bord, en fait, et vous improvisez, vous essayez de faire le mieux pour obtenir des résultats. Et quand vous avez une saison à préparer, vous pouvez programmer, vous pouvez faire vos choix au niveau de l'effectif, choisir vos joueurs en fonction de ce qui vous manque, des qualités humaines aussi. Et ça, c'est important parce que on travaille avec ce qu'on a voulu. Voilà. Et c'est important, quand on est entraîneur, quand on a des responsabilités, de pouvoir faire des choix. Et je suis à 100% soutenu par Christian et par Amine et Baba, qui sont les directeurs sportifs. Mais par rapport à ça, vous avez connu les deux situations, arriver en cours de saison et débuter une saison. Est-ce que c'est pas presque deux métiers différents ? Puisque je suppose que quand vous arrivez en cours de saison, il y a des leviers que vous devez activer. Enfin, tout est fait un peu dans l'urgence. Est-ce que c'est pas finalement deux choses différentes ? Oui, tout à fait. C'est deux situations totalement différentes, effectivement. Après, si on m'a choisi, c'est que je faisais partie des plans qui pouvaient aider le club à se maintenir. Et si on m'a confirmé en tant qu'entraîneur principal, c'est que j'ai bien fait mon boulot et que le club a des attentes et des objectifs, et maintenant c'est à moi de les remplir, et c'est plus compliqué parce que c'est sur un long moment en fait, Mais une avec saison entière. davantage de moyens, puisque là tu avais le choix, en tout cas tu étais inclus dans le processus de décision concernant le recrutement. Oui, tout à fait, on a discuté longuement pendant des heures avec Baba, Amine et puis Christian pour le choix des joueurs qui pouvaient apporter un gros plus à l'effectif. Bon, je pense qu'on a pas mal de bonnes pioches. Alors, je vais sans doute en oublier. J'aimerais faire le focus sur 3 joueurs en particulier. Loris Tinelli, qui en sortie de banc est assez étincelant. Stéphane Lopez. Aussi en sortie de banc, qui Même marque chose. des beaux buts. Et puis quelqu'un, qui m'a beaucoup marqué tout le long du mois d'octobre, et encore une fois lors du match contre Clémency ce week-end, c'est Lilian Fournier. Alors, c'est 3 joueurs que tu as fait arriver et qui sont véritablement inclus dans la machine Mondorf. Tout à fait. Ils se sont bien intégrés à l'effectif. Ils ont l'état d'esprit pour faire partie de cet effectif-là. Et en plus, ils ont des grosses qualités footballistiques. C'est ce qu'on leur demande avant tout. Aussi. Voilà, et je trouve que c'est des très très bons joueurs avec une bonne mentalité. Et je crois qu'ils ont encore une grosse marge de progression tous les 3. Oui, après, je vois que Lilian Fournier, non seulement buteur, mais aussi passeur. Alors, parfois dans l'avant-dernière passe, et moi, c'est ce que je trouve toujours très intelligent dans son jeu. Encore une fois, là, ça remise sur le 3e ou 4e but. Ce sont des joueurs d'instinct, tous les 3, en fait. C'est ça. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que... Il y a un travail global à faire, en fait, un travail d'équipe. C'est ce que je leur dis tout le temps. On peut se mettre en valeur dans une équipe, mais le collectif prime. Alors si on parle de la suite de la saison, c'est toujours difficile d'anticiper, mais là on arrive presque au tiers du championnat. Une 8e place comme celle que vous occupez actuellement, ça vous satisferait ? Écoutez, ce que m'a fixé mon président, oui, effectivement, dans les 10 premiers, ça serait parfait. Et maintenant, une saison est longue, il peut y avoir des aléas qu'on ne maîtrise pas toujours. Il faut continuer sur cette voie, et si on peut faire mieux, on fera mieux. Et je pense qu'on en est capable. Maintenant, sur le terrain, c'est toujours, on ne maîtrise pas toujours les choses. Et peut-être une petite épopée en coupe, parce que c'est dans l'ADN du club ces dernières saisons. Donc, oui, carrément. Après, voilà, comme je vous dis, sur un match, tout est possible. Ouais, Hier, c'était très compliqué, même si le score était assez large. Mais on a eu un joueur expulsé dès la 30e minute, je crois. Et après, il faut faire avec. Mais bon, les joueurs ont fait le boulot. Et on les félicite pour ça. Après, il va y avoir des confrontations difficiles à venir. Je crois qu'au retour de la trêve internationale, Mondorf affronte Dudelange, tout à fait. Actuel dauphin. Je crois qu'il y a le Progrès pas longtemps après aussi. Donc, oui, on a. Donc là, c'est costaud. Là. Sincèrement, il n'y a aucun match de facile. Ouais. Même quand je jouais contre Fola, Vils, Monderkange qu'on a rencontré aussi. C'est ce que je dis à mes joueurs. Si vous n'êtes pas à 100%, avec les bons états d'esprit, vous passez à la travers.
quel que soit le match. Et toi, de ton point de vue, l'équipe qui t'impressionne le plus dans cette BGL League cette année? Alors il y en a deux, il y a Differdange et Niederkorn. Okay. Pour moi, sincèrement, je vais voir régulièrement des matchs à Nancy, au niveau national, des matchs à Metz en Ligue 2. C'est des équipes qui ne seraient vraiment pas ridicules dans ces championnats. Sincèrement, c'est des équipes qui sont taillées pour jouer en professionnel, complet et bien gérées par leur entraîneur et par leurs dirigeants. C'est un sacré compliment, effectivement. Toi, Claudio, quelle est l'équipe de BGL League qui t'a impressionné? Comme souvent dit les dernières émissions, c'est le Racing. Ouais. Aussi. La raison, elle est très simple. Yannick Akoko, j'ai pas peur de le dire, je suis fan de la façon dont il travaille. T'es pas le seul. J'ai eu la chance de parler avec lui. On a même presque failli travailler ensemble. Mais j'ai réussi à parler avec lui durant 4 heures de foot, 4 heures de suite. Et c'est magnifique quand on peut parler tactique, tout ce qui est être humain et tout dans un vestiaire. C'est vrai. C'est quelque chose d'énorme. Et pour être honnête, je m'en doutais pas qu'il allait faire un super boulot. Après, déjà maintenant, voir les résultats, je l'aurais pas cru. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour mettre un système de jeu, un modèle de jeu. Surtout qu'on sait qu'au Luxembourg, c'est toujours très difficile. Il ne faut pas que s'adapter au niveau tactique. Je crois que le coach peut le confirmer. Il faut s'adapter à une pelouse, il faut s'adapter au temps. Voilà. Bon, je ne comprends pas de quoi tu parles. Non. Très bien. Bon, en tout cas, on souhaite que l'US Mondorf fasse partie de ces équipes qui impressionnent. En tout cas, vous jouez crânement votre chance dans ce championnat et on est toujours surpris de voir cette équipe performer, alors que finalement, ça commence à pu être de telles surprises. Non, c'est plus vraiment une surprise. Après, c'est vrai que le coach l'a dit, l'objectif, c'est les 10 premières places qui lui ont été fixées. Moi, je pense que intrinsèquement, en termes de qualité de jeu et même d'effectifs, Mondorf est au-dessus des équipes qui vont être à la lutte pour le maintien. Après, comme il l'a dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une saison. Mais globalement, Mondorf, maintenant, c'est une équipe stable du milieu de classement de BGL qui est capable de faire des coups contre des grosses équipes aussi, même si pour l'instant, sur le début de saison, ça n'a pas encore été le cas. Mais c'est une équipe qui est capable d'embêter. Voilà, on a vu à la maison contre Strassen. Strassen, ils ont eu du mal. C'est jamais simple d'aller jouer là-bas non plus. Donc non, c'est une très belle équipe du milieu de tableau de BGL. Ouais. Donc Mondorf, loin d'être des chèvres, on salue nos amis des Hungry Goats. On passe au débat. Et la question du jour qui va nous faire débattre, on va se mettre dans la peau de Luc Holtz qui a mis dans sa liste Gerson Rodriguez. Donc la question est la suivante, comprenez-vous le retour de Gerson Rodriguez en sélection? Alors je vais donner la parole en premier à Claudio. Moi je vais être honnête, comme entraîneur qui veut gagner, oui, il est super important. C'est quand même le seul attaquant qui marque des buts, oui. On va pas se mentir. Ah, oui. Après, moi personnellement, j'aurais déjà pris le dernier match, j'aurais mis Courchy dans le cadre pour jouer parce qu'il fait une super saison aussi. Gerson, il est pas en forme physiquement, mais c'est quand même le genre de joueur qui peut faire la différence en 1 contre 1 et il a pas besoin de 2 occasions pour marquer un but. Et ça, on n'a pas ce profil-là dans le club, dans le pays, pardon. Mais je comprends aussi le débat de est-ce qu'il faut le prendre ou pas parce que le coach il va le confirmer aussi. Il est aussi fan de discipline, de respect. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire non plus, mais pour moi, Gerson Rodriguez, il est important pour l'équipe nationale, sans aucun doute. D'un point de vue sportif, on peut que aller dans son sens. C'est sûr que Gerson, surtout en attaque, c'est un secteur qui est vraiment très maigre au Luxembourg. Sinon désertique. Désertique, même si là, comme il l'a dit, il y a Courchy qui marque quelques buts, qui fait un bon début de saison. Mais Ezinani qui joue pas trop à St. Pauli, même s'il a joué ce week-end. Mais c'est une minute. Ouais, il a joué, je crois, une demi-heure ce week-end quand même, donc c'est pas mal, mais bon, ça fait toujours pas assez. Donc forcément, Gerson, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Les 2 dernières victoires du Luxembourg, il marque à chaque fois. Donc ça te montre aussi l'importance du gars. Après, je pense que la question de est-ce qu'il fallait prendre Gerson ou pas, et quand on essaie de se mettre un peu à la place du sélectionneur, je pense que les gens ils sont d'accord pour dire que Gerson, même si là il n'est pas en forme physique, c'est un super footballeur et qu'en termes de football, il a sa place. C'est plus la question du comportement. On sait qu'il avait déjà été mis à l'écart l'année passée, que finalement il est revenu. Maintenant, là, il a encore été mis de côté pour le match contre la Biélorussie. Le coach le rappelle. Il a eu aussi des affaires extrasportives. On le rappelle, il a eu des ennuis avec la justice.
Donc moi je pense que c'est plus là-dessus que en fait ça coince pour le public et pour moi aussi, je dois le dire. Parce que d'un point de vue du football, oui, il n'y a pas de souci pour dire que c'est un mec qui doit être titulaire tous les jours. Mais alors d'un point de vue effectivement du talent, voilà, du talent, bien sûr. maintenant d'un point de vue du football, ça fait 5 matchs et en plus, de Ligue 2 chinoise. Bon, alors il y avait 4 matchs de suspension qu'il a purgé et puis depuis il n'a toujours pas réintégré le groupe. Donc voilà. Après, ça pour le coup, de ce point de vue-là, je peux comprendre le sélectionneur, je peux comprendre Lucols parce que Gerson sur les dernières années, c'est un mec qui a jamais eu de continuité en club. C'est un mec qui a toujours été trimballé 6 mois à gauche, 6 mois à droite, parfois qui jouait pas et qui venait en sélection et qui faisait le boulot. Exactement. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire qu'à la limite, ça a déjà été fait, même si là, globalement, sur le match contre l'Irlande du Nord, toi tu pourras mieux en parler que nous, Marco, parce que tu étais au match. On l'a quand même senti avec un peu emprunté, peut-être pas en forme physique aussi. Il n'était pas affûté. Emprunté, effectivement. Donc, pas forcément lucide non plus dans ses choix. Donc, après, on peut passer à côté de son match. Ça arrive, bien sûr, mais il faut... Surtout qu'on sait que lui, il a signé un peu plus tard. C'est ça. Dans son club. Donc, il n'a pas fait la préparation non plus. Bien sûr. Je crois qu'il a besoin un peu plus de temps, mais je suis d'accord avec ce que Boris a dit. Seul bémol que je dis dans toute l'affaire, c'est que est-ce que Lucols il va pas perdre son vestiaire en mettant Gerson, en donnant toujours une chance à Gerson? Est-ce que s'il serait pas quelqu'un d'autre, on lui ouvrait la porte aussi? Donc c'est ça. voilà quoi. Quel est ton avis, David? Écoutez, je connais pas personnellement Gerson. Je sais que c'est un joueur très talentueux. Et en général, les joueurs très talentueux ont un fort caractère. Après, si Lucols le rappelle en sélection, forcément, c'est qu'il a ses raisons. Il connaît très bien le joueur. Il connaît très bien son effectif. C'est à lui de faire passer le message pour, justement, comme tu disais, Boris, garder son équipe et son groupe soudé. C'est ce qui est le plus important. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Voilà, il a prouvé jusqu'à présent. Oui, puis bon, ça fait 14 ans qu'il est à la tête des Roues de Leven, donc j'imagine qu'effectivement, il connaît bien le groupe. Est-ce que ça signifie, si je comprends bien, que finalement, quand on est un joueur de grand talent, on peut avoir un statut particulier? Oui, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du groupe et de l'effectif. Voilà, on peut faire des choses pas communes, mais il faut que ça soit dans le respect du groupe et de l'équilibre du groupe, en fait. Ouais, je pense que c'est ça que soulignaient Claudio et David et qui va être très important de voir, c'est comment les autres cadres en fait, du vestiaire vont réagir à ça. Parce qu'on sait que voilà, Gerson a déjà été sanctionné en 2023 et a été mis à l'écart du groupe. Ce qui était sorti, c'est qu'à l'époque, les leaders n'avaient pas non plus fait des pieds et des mains pour qu'il revienne en sélection. Là, il se repasse un petit épisode. À voir, peut-être que certains cadres vont commencer à être lassés. Gerson, voilà, même s'il est encore dans la force de l'âge, il a 29 ans, il serait temps peut-être aussi qu'il arrive à passer ce step un petit peu et être sérieux quand il vient à minima en sélection, quoi. Alors, on va passer au troisième sujet. Tu parlais d'affaires de justice. De la justice, on va en parler maintenant. Décision de justice, quelles conséquences? La semaine passée, 2 décisions de justice sont tombées. La première, le tribunal fédéral, donc de la FLF, a statué sur l'affaire qui a émaillé, des incidents qui ont émaillé le match Wiltz-Progrès le 21 septembre, et donc a décidé des suspensions qui varie en fonction des faits retenus contre chacun. Alors pour rappel, le club de Wiltz a été sanctionné d'une amende de 725 € pour comportement antisportif. Concernant les joueurs, Kevin Malger sera suspendu pour 4 rencontres pour, je cite, insultes et injures, tandis que Jack Mahé, qui est le joueur qui a eu le nez fracturé, est suspendu pour 3 matchs, dont 1 avec sursis pour bousculade. Côté du Progrès Niederkorn, le club devra également payer une amende pour comportement antisportif d'un montant de 700 €. Du côté des joueurs, Chris Liboy écope de 10 matchs de suspension ferme pour voie de fait et Sohir Sanali est sanctionné de 2 matchs de suspension, dont 1 avec sursis, pour bousculade. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ces sanctions sont exemplaires? Ou est-ce que selon vous, la FLF n'a pas été suffisamment loin? Moi, je pense que la FLF n'a pas été suffisamment loin et surtout que les sanctions sont pas forcément... il y a des barèmes un peu bizarres. C'est-à-dire que Liboy prenne 10 matchs pour voie de fait parce qu'il a mis un coup de boule à Jacques Mahé et qu'il est rentré sur le terrain alors qu'il n'avait pas à être là, ça, je peux totalement l'entendre. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui me pose un peu plus souci,
c'est par exemple la suspension de Malgé pour 4 matchs pour insulter injure. Bon, je vais rien apprendre aux gens qui nous regardent et même aux gens ici. Des insultes et des injures dans un match de foot, si on commence à mettre 4 matchs à chaque personne qui s'insulte pendant un match de foot, le week-end d'après, t'as plus personne sur le beaucoup de joueurs. ou très peu Ni de joueurs. d'entraîneurs. Ni d'entraîneurs aussi, voilà. En tout cas, il y aurait moins de monde sur les pelouses, c'est sûr. Donc en fait, pourquoi Malgé il prend 4 matchs ? Et c'est là que moi ça me pose souci, c'est qu'en fait cette histoire présumée de racisme dans les tribunes de Vils, en fait elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été abordée. Non, elle n'est nullement mentionnée, en tout cas dans le rapport du tribunal fédéral. Et en fait le seul truc où on peut se dire peut-être qu'il est sanctionné pour ça, pour insulte et injure potentiellement à caractère discriminatoire, raciste peut-être, parce qu'il prend 4 matchs. Donc c'est beaucoup, 4 matchs. 4 matchs, c'est beaucoup, juste pour des insultes et injures. Donc en fait on n'y voit pas clair, on se demande est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Donc moi c'est ça qui me pose un peu souci, c'est qu'en fait ce point un peu qui était important, mine de rien, le racisme, voilà, on va pas... Sur lequel la FLF n'a jamais rebondi. En fait, elle n'a jamais statué là-dessus. Dans la lettre ouverte au président de club que Paul Philippe avait rédigée. Voilà. Donc moi ça me pose souci un petit peu. Claudio. Moi c'est plus l'amende. Aussi, ouais. 700 euros. 700 euros, je crois que pour les clubs de BGL, les clubs tout court, c'est pas grande chose, 725 euros. Quand on voit qu'il y a des faits racistes, soi-disant faits racistes, parce que moi j'y étais pas, donc je vais pas juger, mais ça me choque quand même. S'ils donnent une plus lourde sanction, là, les clubs peut-être ils vont s'en remettre en question. Et en fait, c'est pas dissuasif. C'est ça. Il y a pas de A ni de B, on va dire ça comme ça. C'est sûr. En fait, ça ne va pas donner envie aux joueurs de se remettre en question, comme tu le dis. C'est ça. Et puis peut-être ajouter un caractère discriminatoire dans le règlement aux injures et insultes, de manière à ce que la sanction soit plus équilibrée, en adéquation avec la loi, déjà. Et effectivement, si on veut vraiment marquer les esprits, il faut être plus ferme et avoir des sanctions plus lourdes. Si on veut combattre le racisme, voilà, il n'y a pas 100 choses à faire. On sait très bien ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il faut mettre en œuvre des lois et des mesures pour que ça ne se reproduise pas, tout simplement. Oui. Après, il faut avoir le courage de le faire. De prendre des décisions, oui. Et puis prendre des décisions pour le bénéfice de tout le monde et notamment des joueurs. Alors c'est ce qu'a tenté de faire la Cour de justice de l'Union européenne en rendant son arrêt sur une affaire qui datait de 2014 qui mettait en cause l'Astana Diarra et la FIPRO, donc le syndicat de joueurs, contre le club de Lokomotiv Moscou. Et donc elle a rendu une décision très attendue. Et le règlement FIFA qui prévoit le paiement solidaire par les clubs qui se risqueraient à débaucher un footballeur d'une indemnité due à l'ancien club, c'est ce qu'on appelle tout simplement le système des transferts, est vu par la CJUE comme imprécis, discrétionnaire et disproportionné. Donc en clair, si je résume, en estimant que les règles de la FIFA encadrant les mutations entre les clubs sont contraires aux droits de l'Union européenne, de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels, eh bien la Cour de justice bouleverse totalement, en tout cas dans l'idée, le système des transferts. Messieurs, ma question volontairement pied dans le plat, c'est est-ce qu'on se dirige vers un marché des transferts à la NBA ? Je pense que déjà, il faut raison garder. Voilà, parce que comme tu le disais, la Cour de justice vient de rendre dans son communiqué, dit qu'il y a des choses qui vont pas, mais le communiqué reste quand même assez succinct, assez lapidaire. Donc voilà. Et renvoie aux différentes instances. Exactement. Donc on peut pas encore, selon moi, bien mesurer tout ce que ça peut impliquer. Et comme tu l'as dit, il faut attendre de voir le positionnement que vont prendre l'UEFA et la FIFA là-dessus, parce que moi, en tout cas, en lisant un petit peu, en me renseignant, j'ai pu voir qu'il y en avait qui parlaient déjà d'arrêt Bosman 2.0. L'arrêt Bosman, il est passé parce que justement, l'UEFA, ils ont accepté de changer leur règlement. S'ils n'avaient pas accepté, il n'y avait pas d'arrêt Bosman. Mais ils ont accepté de changer leur règlement parce que c'était aussi dans l'intérêt des clubs. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si la FIFA et l'UEFA... Moi, en fait, pour donner ma position claire sur le sujet, déjà, je pense qu'il faut attendre de voir. Et puis surtout, je pense que la FIFA et l'UEFA ont très bien compris que c'était pas dans leur intérêt de, on va dire, tout changer, puisque in fine, si en fait ce cas vient à faire jurisprudence, tu vas te retrouver déjà avec des joueurs qui en fait, il y aura plus de transfert, il y aura plus d'indemnité de transfert, et donc ça peut mener au fait que, selon moi, selon mon analyse, les clubs formateurs qui notamment vivent sur le fait de vendre leurs jeunes joueurs, etc. Et on en a beaucoup au Grand-Duché. Au Grand-Duché notamment, c'est un vrai truc.
vont petit à petit en fait mourir. Et en fait, in fine, c'est la fin du foot, tu vois, puisque si t'as plus de club formateur, t'as plus de jeunes, t'as plus de joueurs, donc c'est fini. Donc en fait, je pense que les instances sont bien conscientes du danger que cela peut impliquer. Et je pense, on aura peut-être droit à 2-3 retouches du règlement, mais qui vont pas bouleverser le monde des transferts. Après, c'est que mon avis, ça se trouve, j'ai complètement tort et on va voir. Hein. Ouais, on va donner la parole à David Zitelli, qui lui, en tant que joueur, a vécu des transferts rémunérés. Alors, est-ce que c'est une décision qui te semble aller dans le bon sens pour le bien des joueurs, ou est-ce qu'on marche sur la tête ? Pour l'instant, c'est le grand flou. Je partage les idées de Boris. Sincèrement, il faut être vraiment spécialisé ou être avocat dans le domaine du football pour pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement. Donc il faut laisser passer un peu de temps. Mais je pense que forcément, il y aura toujours des clubs qui vont acheter. Il y aura toujours des transferts, même si ça s'appelle autrement. Et il y aura toujours des clubs formateurs qui seront heureux de récupérer de l'argent pour pouvoir vivre et faire tourner leur instance. Mais pour l'instant, sincèrement, c'est le grand flou en fait. Et j'aimerais pas être à la place de David Terrier, qui est président de la FUPRO. Actuellement, il doit s'arracher les cheveux et sincèrement, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer d'ici un mois, 6 mois, 1 an. Ouais. Effectivement, ça peut peut-être révolutionner le monde du football. Comme ça peut changer juste pas grand-chose en fait. Effectivement, parce que comme Boris le rappelait, attendons de voir ce cas fera jurisprudence, parce que c'est un cas assez particulier quand même. Ouais. Hein. Si tu peux nous rappeler les faits. En gros, là c'est un cas qui est atypique, puisque à l'époque la Sanadiara avait un contrat avec son club, et en fait le club avait renégocié à la baisse son salaire. Donc la Sanadiara, lui, considérait, il avait refusé, et du coup en fait il avait décidé de quitter son club. Donc pour aller à Charleroi, c'est ça ? Exactement. Donc en fait ça déjà c'est pas un cas super courant dans le monde du foot. Un joueur son club lui dit on est obligé de te baisser ton salaire et le joueur veut pas, c'est quand même déjà des cas assez particuliers, donc ça s'applique pas à tous les joueurs, à tous les cas, donc c'est pour ça que je pense que faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer, quoi. Oui, parce que alors effectivement, il a refusé de baisser son salaire. Or, les règlements de la FIFA, pour l'instant, donnaient raison au club et pas à la Sanadiara, parce que finalement, un joueur est considéré comme un actif d'un club, au même titre que du matériel ou des infrastructures. Et donc, cet actif peut être valorisé ou dévalorisé en fonction des années qui passent. Alors qu'avec cette nouvelle... imaginons qu'il fasse jurisprudence, le joueur ne serait plus considéré comme un actif, mais comme un salarié, et donc qui a des droits. Ouais. Et c'est bien ce que la Cour de justice de l'Union européenne soulevait. Pour vous y croyez pas ? Si je peux me permettre, moi, c'est vraiment, comme disait Boris, c'est vraiment un cas particulier, parce qu'en Europe, sincèrement, le club peut pas baisser comme ça, comme il veut, le salaire d'un joueur. Il y a des règles, il a un contrat de travail, et les règles sont respectées. Vous allez jouer en Turquie, en Grèce, en Russie peut-être. C'est bonheur la chance. Ouais, c'est ça. Bon alors peut-être, nous l'espérons en tout cas pour un grand nombre de clubs formateurs, alors on a cité le Grand-Duché, mais il y a également beaucoup de nos pays voisins qui vivent justement sur cette formation, et y compris de grands clubs. Donc voilà, peut-être qu'effectivement ça aura fait le buzz, ce buzz va vite retomber parce qu'on va se confronter à la réalité du football, tout simplement. Bien, écoutez, la réalité du football, c'est également le chemin des terrains. Et ce week-end, si la PH et la BGL League faisaient relâche pour cause de Coupe de Luxembourg, il y avait la 5e journée de Ligue 1 Dames. Et donc ce samedi débute et des surprises en Ligue 1 féminine. La jeunesse Young Leinster s'est fait peur en étant menée 1-0 par le FC Mamers, mais est revenue en 3 minutes avec un doublé de Makia Roca et un but sur coup franc de Caroline Jagger. Je vous laisse découvrir les buts à l'image. Donc victoire de Young Leinster, 3-1 face à Mamers. Le Racing l'a emporté d'une courte victoire 2-0 face au SCL, contrairement au Swift Esperange qui a été tenu en échec. Et c'est la surprise du jour par le FC Differdange, 2 buts partout. Differdange qui est invaincu pour l'instant en 5 journées, ça rappelle une autre équipe. C'est ça, dans le match de la peur entre les deux derniers, l'Union Mertert-Wasserbilly et l'entente WMGB, c'est Wormeldange qui l'a emporté 6-1 et on a vu la classe d'écart qui existe entre la Ligue 1 dames et la division inférieure. De l'autre côté, Osingen Norden, l'autre promu, s'est incliné lourdement
1-7 face aux Young Girls de Diekirch, ce qui nous laisse un classement où le Racing prend seul la tête avec 15 points en 5 journées, devant le Swift à 13 points et la jeunesse Young Leinster, donc toujours 3e, à seulement 3 points du Swift. En bas de classement, eh bien, ce sont les deux promus qui ferment la marche avec seulement un petit point obtenu lors de leur confrontation directe. Bien, messieurs, merci énormément d'avoir participé à cette émission extrêmement dense en sujet et en débat. Claudio, bravo pour ta première en tant que chroniqueur. Merci beaucoup, j'espère avoir été à la hauteur. Ouais, top. Et tu l'es, puisqu'on a envie que tu reviennes. Donc, Avec plaisir. Boris, comme toujours, nous on ne se revoit pas la semaine prochaine puisque je serai du déplacement avec les Red Leven, mais dans 2 semaines pour la reprise de la BGL League. David Zitelli, merci énormément de nous avoir honorés de ta présence, merci. Merci à vous. C'était une particulière fierté, je l'ai dit pour moi, de te recevoir. Quant à vous, on se retrouve donc dans 2 semaines, mais n'oubliez pas que d'ici là, vous aurez des résumés de matchs et des buts à visionner. Allez, je vous dis bonne semaine. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.